Bonjour et bienvenue. Nous approchons des fêtes de fin d'année et des traditionnels vœux, bonheur, prospérité et santé. Parce que on est tous d'accord que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Et vous allez voir que parfois, un simple mal de dents peut au final vous mener au cimetière. Je fais partie de l'association des oubliés de la justice qui se bat aux côtés des familles de victimes pour que la vérité éclate. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 6 personnes. 6 vies sacrifiées, 6 êtres humains qui auraient dû être toujours parmi nous. Je fais un petit disclaimer. Cette vidéo n'a pour aucun cas le but de mettre tous les hôpitaux et tout le corps médical dans le même sac. Mais, on le sait bien, quel que soit le métier, il peut y avoir des problèmes. Et le but de cette vidéo, c'est de faire en sorte que les familles de victimes puissent raconter leur histoire et rassembler des témoignages. Liliane est la mère que tout le monde aimerait avoir. Elle rigole tout le temps, et ce, quoi qu'il se passe. Elle a 77 ans et une vie bien remplie. 7 enfants et 30 petits-enfants qu'elle adore. Elle aime passer du temps avec eux et ils lui font un peu découvrir comment le monde est maintenant. Les mots à la mode, les musiques que les jeunes écoutent. Liliane est le pilier de la famille. Mais ce pilier va s'effondrer à cause d'une surdose. Le dimanche 30 août 2020, la femme de 77 ans chute dans les escaliers. Son mari Édouard la retrouve en train de tenir son genou ainsi que son poignet. Il appelle immédiatement les pompiers. C'est une ambulance qui l'amène au CHU d'Amiens vers 1h30 du matin. Et comme je vous l'ai dit, c'est une femme vraiment joyeuse. Donc, même dans la douleur, elle garde le sourire et sa joie de vivre. Surtout que bon, ça fait mal, mais elle n'a rien de mortel, juste une foulure. Donc, personne n'est inquiet. Elle est prise en charge vers 4 heures du matin. Selon l'avocat de la famille, il s'agit d'une chute traumatique, mais sans traumatisme crânien, avec des blessures concernant l'extrémité supérieure du tibia droit et le poignet gauche. Donc, vraiment rien d'alarmant. Après les urgences, elle a été transférée en unité de chirurgie orthopédique. Liliane a une opération prévue le lundi. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Quand sa famille vient lui rendre visite dans la journée, elle constate des points de suture sur l'arcade sourcilière droite, alors que Liliane n'avait aucune blessure à cet endroit. Mais ça, ce n'est pas tout. En fait, depuis son arrivée au CHU, son état se dégrade. Elle était dans un état de forte lassitude. Elle était perfusée et ne mangeait même pas son repas. Alors que, selon le rapport des pompiers, elle y avait été transportée en état de blessé léger. Un peu plus tard dans la journée, ses neveux lui rendent visite et la trouvent totalement amorphe. Très loin de la Liliane joyeuse et pleine de vie qu'ils connaissent. 24 heures après son admission, Liliane Detève décède. Ses proches sont sous le choc. Comment est-ce que c'est possible? De quoi a-t-elle bien pu mourir? Car ce n'est clairement pas dû à la chute. Le médecin traitant de Liliane a affirmé que rien ne laissait présager de mort subite. Elle l'avait vue 48 heures avant son décès. Tout allait bien, à part les petits problèmes de santé liés à l'âge, prise de sang à l'appui. Alors, la famille demande des comptes. Rodolphe, le fils, est reçu par un médecin, sauf que ce dernier n'est pas très loquace. Il ne sait pas quoi dire en fait, donc il propose une autopsie. Cela ne mène à rien, mais heureusement d'une certaine manière, parce qu'il est décidé de faire une recherche toxicologique. C'est ainsi que l'on découvre la cause de la mort. Liliane Detève, 77 ans, avait succombé à une surdose de tramadol. Selon un site officiel de santé, il est écrit que le tramadol est un antalgique, substance calmant la douleur, qui appartient à la famille des opioïdes comme la morphine. Il agit sur le système nerveux central et soulage la douleur en agissant sur des cellules nerveuses particulières de la moelle épinière et du cerveau. C'est un des antidouleurs les plus prescrits en France, mais surtout le plus impliqué dans les surdoses. Pire encore, dans la notice, il est indiqué « Ne prenez jamais de tramadol si vous êtes allergique au tramadol, au morphinique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. » Et là, plusieurs problèmes se posent. Liliane était allergique au tramadol, mais en plus, dans son dossier médical, il n'y a aucune trace de prescription de cet opioïde. C'est-à-dire que la famille ne sait même pas qui lui en a prescrit, ni quand et pourquoi. Surtout que les analyses ont révélé que 3 jours après sa mort, il y avait un taux de tramadol supérieur à 2 fois la dose létale et 4 fois le taux considéré comme toxique. Combien lui en avait-on vraiment administré alors que Liliane était toujours en vie?
Pour finir, les informations dans le dossier de l'hôpital sont incohérentes selon la famille. Il n'y avait pas de traces de la blessure à l'arcade, de l'administration de tramadol et il y avait des imprécisions sur les blessures. En effet, le dossier médical de la victime indiquait que c'était le poignet droit qui avait été blessé alors que c'était le gauche. Rodolphe décide ainsi de porter plainte contre le CHU d'Amiens. Le médecin médiateur du CHU n'en savait pas plus que nous. Il ne savait pas ce que le tramadol faisait là. La commission a conclu qu'elle ne pouvait pas se prononcer au vu du dossier car il n'y avait pas d'éléments sur la prescription de tramadol. Donc c'est bien pratique pour eux, le rapport toxicologique montre bien qu'elle est morte d'une surdose, mais comme l'hôpital n'a pas trace de cette administration d'opioïdes, personne ne peut rien faire. Selon l'avocate, on peut se tromper sur un dosage, mais on n'est pas ici sur un surdosage, on est sur la base d'aucune prescription. Elle comme Rodolphe ont beaucoup de questions sans réponse. On se dit qu'il y a une sédation et c'est quelque chose de volontaire, précise l'avocate. Quelqu'un a dû administrer le tramadol, c'est logique. Et si l'hôpital ne peut pas dire qui l'a fait, peut-être qu'une tierce personne s'est introduite dans les lieux et s'est faite passer pour un infirmier. Il nous faut des explications. C'était il y a 3 ans et depuis, plus rien. Les personnes qui devaient être interrogées ne l'ont jamais été et il n'y a eu aucune perquisition. De par son avocate, Rodolphe a appris que depuis les faits, aucun nouvel élément n'avait été ajouté au dossier. Cela veut dire que depuis 3 ans, le juge n'a lancé aucune investigation dans cet hôpital. Pour finir, ce n'est pas la première fois que cela arrive dans ce CHU. Une autre femme, Maria Pereira, âgée de 58 ans, était décédée 4 ans auparavant, le 22 avril 2016, elle aussi d'une surdose de tramadol. On avait retrouvé 3 fois la dose létale dans son sang. La fille de la victime affirme auprès de France 3, concrètement, l'affaire de Thèves, c'est ce qui nous a poussé à parler. Ça a recommencé 4 ans après la mort de ma mère. Si d'autres personnes sont concernées, il ne faut pas qu'elles hésitent à se manifester. Là aussi, la famille a porté plainte, mais toujours sans résultat. Rodolphe ne lâchera pas l'affaire. Sa famille a déjà vécu un drame 30 ans auparavant. Son grand frère, Eddie, était mort brûlé vif dans un concert alors qu'il n'avait que 15 ans. Et l'affaire avait été classée au bout de 72 heures. Hors de question pour lui d'être privé une deuxième fois de la vérité. Il en a fait la promesse à son père. Comme le dit si bien le fils de la victime, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Ma mère aurait pu être la mère de n'importe quel Français. On me l'a appris, c'était mon univers. Sommes-nous tous égaux? La réponse est bien évidemment non. Et le milieu médical n'est pas épargné. Les enfants et les adolescents sont notre futur et l'on se doit de les protéger et de les aider. Pourtant, en janvier 2016, un drame totalement évitable au regard de la littérature médicale s'est produit. Et pour une raison extrêmement choquante. Le patient en question, Mehdi El Bekri, était atteint de trisomie 21. Les préjugés et les discriminations envers les personnes atteintes de ce syndrome sont nombreux et ce jeune homme de 16 ans va le payer de sa vie. D'ailleurs, il aurait pu ne jamais naître. Lorsque la maman de Mehdi, Madame El Bekri, tombe enceinte de lui, on lui apprend qu'il est atteint de trisomie 21. Elle décide de le garder malgré l'insistance des médecins qui tentent de la pousser à interrompre sa grossesse. Selon une fondation, 96% des fœtus diagnostiqués trisomiques 21 sont avortés. Et je ne dis pas cette statistique pour blâmer quiconque, car déjà un avortement n'est jamais facile. Mais c'est surtout que, selon la fondation, ce taux est élevé car personne n'est sensibilisé à ce qu'est réellement la trisomie. On en entend parfois parler via des sketchs à l'humour douteux ou des expressions plus que rabaissantes. Moi-même, je ne sais pas exactement tout ce qu'englobe ce syndrome. Laissez-moi vous présenter Mehdi. C'est ce jeune homme souriant. Il adore la vie, est très serviable et partage un lien fort avec sa maman. C'est un enfant qui est extrêmement souriant et qui adore sortir avec son grand frère. Oui, il a un handicap et alors, il veut profiter de la vie au maximum et a des rêves plein la tête. Sauf ce jeudi 14 janvier 2016. L'adolescent de 16 ans est souffrant. Il a de la fièvre et est douloureux du côté gauche. Du coup, sa mère appelle SOS médecin et l'un d'eux se déplace. Pas d'urgence. On lui préconise de faire une radio le lendemain matin ainsi qu'un bilan sanguin. Sauf que la nuit avance et l'adolescent ne se sent vraiment pas bien. Donc elle décide de l'amener aux urgences du CHRU de Nancy-Brabois.
Pour elle, cela permettra à son fils d'être soulagé et d'être traité plus rapidement. Une fois arrivé, on lui fait une radio et une échographie, suite à quoi le corps médical affirme qu'il doit garder Mehdi et que sa maladie nécessite 3 semaines d'antibiothérapie. C'est tout simplement un traitement par antibiotique. La mère leur fait confiance puisqu'après tout, ils savent ce qu'ils font. Le problème, c'est que les jours passent et la fièvre de Mehdi ne tombe pas et son état s'empire comme on peut le constater sur les radios successives. Aucune prise de sang n'est faite pour suivre les effets du lourd traitement antibiotique donné. Aucun scanner ne sera réalisé alors que sa mère en fait plusieurs fois la demande. Alors, elle veut le changer d'hôpital. Elle s'entend répondre qu'on ne lui donnera pas son fils et on la menace d'une saisine du juge. Le 27 janvier 2016, la famille de Mehdi est appelée. On les prévient que l'adolescent de 16 ans doit subir une opération. La mère, Jamila et une autre sœur de Mehdi se rendent alors rapidement à l'hôpital. Arrivés dans la chambre, on les informe que l'adolescent est en train de faire un scanner. Enfin! Mais elles apprennent qu'il faut qu'il subisse une lourde opération. Ils doivent lui retirer la moitié du poumon. On leur explique qu'il a un abcès qui est passé de la taille d'un pamplemousse à celle d'un ananas, en restant très flou sur la localisation de cet abcès. Le corps médical affirme que seule cette opération pourra le sauver. Mais de toute façon, à ce stade comme auparavant, ils vont faire ce qu'ils ont décidé sans se soucier de la famille qui est encore une fois mise de côté. Mehdi El Bekri reçoit alors, sans information préalable, une injection de kétamine dans sa chambre sous les yeux de sa famille. Cette injection provoque une détresse respiratoire passée sous silence tant par le corps médical que par l'expert judiciaire qui sera missionné plus tard à la demande de la famille. Sans prendre en charge cette baisse d'oxygénation dramatique, il est emmené au bloc. 14 jours après son admission à l'hôpital, soit le lendemain de cette lourde opération et de l'injection de kétamine, de doses jamais communiquées, le médecin fait un signalement à la justice contre la mère de Mehdi. Le jour même, le parquet de Nancy, sans aucune vérification, accède à toutes les demandes et retire illégalement toute autorité de soins à la mère. C'est très grave puisque suite à cette sanction prise par une autorité judiciaire qui n'en avait pourtant pas le droit, sa mère est arbitrairement écartée et n'aura plus, encore une fois, son mot à dire concernant les soins prodigués à son fils. Et jusqu'à présent, on ne sait toujours pas ce qui lui était reproché. La seule chose que le médecin écrit dans son signalement est que la maman refuse que son fils ait des soins sans jamais préciser lesquels. Or, c'est faux, puisque la seule chose que le corps médical avait proposée et mise en place était le traitement par antibiotiques. Ce fait sera d'ailleurs prouvé par une expertise judiciaire qui affirme bien que Madame El Bekri acceptait tous les soins proposés par l'équipe soignante. Et ce qui est curieux est que le médecin, quant à lui, n'explique pas ce qui s'est passé depuis 14 jours, ce que l'adolescent a reçu, de quoi il souffre, et il n'y a absolument aucune information. Et pourtant, le parquet de Nancy, qui n'en avait pas le droit et la compétence, accepte de retirer ses droits à la maman. Le 28, l'hôpital demande une ordonnance de placement et l'obtient le même jour, sans aucun réel motif. Jamila saura plus tard qu'en fait, ce qu'on lui avait fait était différent de ce qu'on lui avait dit. Son petit frère avait subi ce que l'on appelle une thoracotomie. Et lors d'un entretien avec le CLJ, elle explique que c'est une lourde chirurgie qui ne se pratique plus en France depuis des décennies, sauf en cas de prise en charge très tardive. Suite à cela, Mehdi est transféré en réanimation. Dans un premier temps, seule sa mère est autorisée à le voir. Elle en ressort en disant à Jamila qu'il est dans un état catastrophique, que ses reins et son foie ne fonctionnent même plus. Elle décide de retourner le voir le soir, accompagnée d'une autre sœur. L'équipe médicale qu'elle rencontre leur dit de garder espoir, alors même que Jamila leur demande comment, si sans foie et sans reins, on ne peut pas vivre. Mais selon eux, il faut rester optimiste. C'est avec ces belles paroles que les 3 femmes rentrent chez elles. Le lendemain, soit le 29 janvier 2016, elles y retournent pour voir Mehdi et trouvent porte close. Elles sont alors sommées de se rendre au commissariat où on leur indiquera qu'il leur est désormais interdit de voir Mehdi. Quelques heures plus tard, durant la nuit, on leur apprend le décès de Mehdi, 16 ans. Il serait donc mort dans la nuit du 29 au 30 janvier 2016 des suites d'un arrêt cardiaque. Officiellement, à 5h36 du matin, le 30 janvier 2016. Alors que l'avant-veille, il était en réanimation et qu'on leur avait dit de garder espoir,
C'est à la morgue que sa famille se rend pour le voir une dernière fois. Jamila contacte le professeur qui était en charge de son petit frère afin d'avoir des explications. Au début, sa secrétaire place un rendez-vous physique, puis la rappelle pour dire que l'homme préfère un rendez-vous téléphonique, ce qu'elle refuse. Elle et sa sœur vont le voir. Et selon Jamila, il tient des propos tels que s'il n'avait pas eu ce handicap, il aurait eu le scanner 10 jours plus tôt. Propos réitérés dans un écrit transmis à l'expert et totalement occultés. Il continue en disant qu'ils se sont posé la question de mettre un drain quelques jours plus tôt, mais qu'ils ne voyaient pas Mehdi en réanimation avec un drain dans le thorax car du fait de son handicap, il l'aurait arraché. Pour information, un drain, c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran. Sauf que le protocole hospitalier veut que chaque patient traité pour cette maladie doit être en réanimation et se voit poser à minima un drain, voire plusieurs. Et ils ne l'ont pas fait pour Mehdi sous prétexte qu'il l'aurait arraché. Donc c'est un non-respect du protocole du fait de son handicap. Mais ce n'est pas tout, car en fait, ce qu'avait préconisé l'hôpital dès son arrivée aux urgences était erroné, car Mehdi ne souffrait pas d'un abcès pulmonaire, mais d'autre chose, qui était visible sur l'échographie faite à son arrivée. Échographie qui permet de diagnostiquer très clairement la pleurésie purulente. En gros, c'est une accumulation de pus dans la cavité située entre la paroi thoracique et la surface des poumons. Or, à aucun moment on en a informé la famille. Les médecins leur ont-ils encore menti sur ce point? Pire encore, donner seulement des antibiotiques dans ce cas-là ne sert absolument à rien tant que le pus n'est pas retiré de la cavité. En urgence. C'est comme si vous aviez une hémorragie interne et que pour l'arrêter, on mettait un pansement dessus. Pourtant, le professeur qui s'était occupé de Mehdi nie totalement et affirme que dès le premier jour, il avait posé le bon diagnostic et informé la famille. D'ailleurs, sur les radios à l'écran, l'on peut voir que l'état des poumons de Mehdi s'aggrave de jour en jour. Or, le corps médical n'avait rien fait. Alors que dans le protocole même de l'hôpital, il est dit qu'en cas de pleurésie purulente, il faut drainer en urgence le pus. Pourquoi avoir empêché la famille de le voir les jours précédant sa mort, qui s'est avérée programmée et qui a été provoquée? Jamila ne peut rester sans rien faire et fait des recherches. C'est ainsi qu'elle apprend qu'on ne meurt plus de pleurésie en France. Alors pourquoi son frère en est-il décédé? Elle n'en reste pas là et dépose une plainte expliquant que son frère avait été discriminé du fait de son handicap. Elle porte plainte contre X, notamment pour délaissement aggravé et assassinat. Et selon la loi, l'État se doit de mener une enquête sur sa mort afin d'en connaître les causes. Sauf que rien n'a été fait alors que l'État est censé agir tout de suite. Le médecin qui a émis l'information préoccupante n'a même jamais été interrogé par les autorités judiciaires comme l'impose pourtant un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en pareil cas. La question est pourquoi? Alors que plusieurs enfants sont décédés suite à des surdosages médicamenteux et que le CHRU de Nancy-Brabois est mis en examen en récidive légale dans d'autres affaires, la justice refuse de saisir l'original du dossier médical de Mehdi et elle refuse de sanctionner le CHRU de Nancy pour la rétention abusive du dosage de kétamine injecté à Mehdi El Bekri le 27 janvier 2016. L'expert judiciaire missionné par la justice dit tout le contraire de ce qui est écrit dans la littérature médicale. La justice a toutes ces informations, mais pourtant le dossier n'avance pas. Et après étude des documents et comme Jamila est chimiste, elle affirme que Mehdi s'est vu refuser son oxygène vital sans raison et a pour ainsi dire été débranché à leur insu. Vous trouverez d'ailleurs les preuves dans la barre d'information. Elle s'appuie sur la littérature médicale et les données issues du dossier médical de son frère pour confirmer ses propos. Mais quelles que soient les preuves qu'elle apporte, elles sont toutes ignorées. Quelques années après les faits, Jamila demande les pièces manquantes du dossier médical qui aurait dû être saisies et sécurisées dès le 28 janvier 2016 afin de pouvoir à nouveau porter plainte pour assassinat. Le 19 juillet 2019, l'hôpital porte plainte contre elle. Et elle et sa mère sont interrogées par la police et on prend leurs empreintes et photos. Elles sont traitées comme des criminels alors qu'elles souhaitent uniquement avoir justice. Par contre, quand elles demandent à ce que la justice passe à l'action, personne ne les écoute. Cela est-il normal? À l'heure actuelle, Jamila se bat, essuyant refus d'instruction, absence d'enquête, intimidation et autres joyeusetés, alors qu'elle est avant tout la sœur d'une victime et victime collatérale. C'est une femme très intelligente
car elle avait demandé la liste des patients qui avaient eu la même maladie que son frère, donc une pleurésie purulente, afin de comparer leur traitement. Et la justice a tout simplement refusé de la lui fournir. Alors que, depuis le début, elle apporte des preuves factuelles, on lui répond à chaque fois qu'il n'est pas nécessaire de faire une enquête. Elle n'est pas la seule à lutter pour un proche. Il s'avère que les familles ont beaucoup de difficultés à récupérer l'intégralité des dossiers de patients en cas de faute. Et comme dit Jamila, demander à un hôpital le dossier médical d'un patient, et d'autant plus lorsqu'il est décédé dans des circonstances suspectes, c'est comme demander à un criminel l'arme de son crime. Il n'a aucun intérêt à vous la donner. De plus, comme l'indique le professeur Christian Maresco dans le documentaire CHU de Strasbourg, L'heure du camouflage, les hôpitaux mettent systématiquement en cause les familles et les écartent dès qu'elles deviennent gênantes. Dès l'arrivée de Mehdi aux urgences et suite à l'échographie du 14 janvier 2016, il était montré que Mehdi souffrait d'une pleuropneumopathie gauche et au lieu de l'hospitaliser en réanimation et de lui poser un ou plusieurs drains dans le thorax comme recommandé dans le protocole connu, le corps médical avait juste décidé de lui donner des antibiotiques. Selon les médecins experts, la gravité de l'infection initiale n'a pas été prise en charge correctement, et ce, malgré tous les éléments prouvant la pleurésie, et qu'un drainage aurait dû être effectué. Donc, pourquoi avoir laissé Mehdi, 16 ans, uniquement prendre des antibiotiques en sachant pertinemment que cela n'avait aucun effet sans drainage? Pour finir, si dès le début le CHRU avait effectué les soins nécessaires et appliqué le protocole de soins reconnu pour cette maladie, Mehdi serait sûrement en train de continuer à vivre sa vie à fond et à faire sourire ses proches. Quand Madame El Bekri était enceinte, on l'avait poussée à avorter, ce qu'elle avait refusé. Après la mort de son fils, elle a eu des propos que rapporte Jamila qui me touchent beaucoup. Quand mon frère est décédé, suite à ses multiples dysfonctionnements, on va dire, ma mère a dit « ils l'ont eu finalement ». À l'heure où j'écris cette affaire, la Cour de cassation a rejeté le recours de la famille contre la décision de non-lieu ab initio rendue par la Cour d'appel de Nancy et elle refuse de donner à la famille la copie du dossier de plainte qui lui a été transmis et ce, en violation du droit. Concernant le non-lieu ab initio rendu, il ne s'agit pas d'un simple non-lieu qui suppose qu'une enquête a été effectuée. Il prouve qu'aucune enquête n'a été effectuée pour des faits criminels, ce qui est extrêmement grave. Autrefois, on nous punissait pour avoir menti. Aujourd'hui, on nous punit parce qu'on dit la vérité et qu'on réclame simplement la justice. Une justice que l'État refuse de nous rendre. Je citerai maintenant des extraits de la lettre intitulée « J'accuse » écrite par Émile Zola au président de la République le 13 janvier 1898. Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi. Moi, la vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire. Si la justice, régulièrement saisie, ne la faisait pas pleine et entière, mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice. Et c'est à vous, Monsieur le Président, que je la crierai cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Et à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisance des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier magistrat du pays? Il existe sur Terre des gens passionnés par tout ce qu'ils font, et c'est le cas d'Abdelhamid Madadi. Il arrive en France alors qu'il n'est âgé que de 7-8 ans, mais c'est déjà un enfant plein de ressources. Il s'intègre vraiment facilement et développe deux passions. L'une concerne tout ce qui touche aux fruits et légumes. Il fait même une formation afin de devenir vendeur sur les marchés. Son deuxième amour, c'est le football, et il ne joue pas que le dimanche sur un terrain communal, même s'il n'y a rien de mal à ça. Mais il mène une carrière professionnelle de footballeur en 2e division. Il devient un peu célèbre et passe même dans le journal. Mais une fois dans le club de Lorient, il se blesse et doit arrêter. Mais d'un autre côté, Abdelhamid a envie de se rapprocher de sa famille, donc c'est un mal pour un bien. Du coup, il se plonge à fond dans le commerce de fruits et légumes et il réussit bien. Vous savez, quand vous allez au marché et que vous rencontrez un primeur qui est souriant, agréable et chaleureux, eh bien, c'est tout lui. Il adore son métier et il est toujours disposé à aider et conseiller. D'ailleurs, c'est un homme qui a un grand cœur. Même s'il ne dispose pas d'une fortune, il ne peut pas fermer les yeux face à la misère des autres.
Donc, il lui arrive d'engager des personnes sans abri afin de leur donner en échange un peu d'argent. En fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement humain et apprécié par tout le monde, ce qui rend la suite encore plus injuste. Abdelhamid a 70 ans passés, mais comme beaucoup de Français, la retraite seule ne suffit pas. Alors, il cumule emploi-retraite afin de pouvoir survivre. Selim, leur fils, habite toujours chez eux. Mais cela fait 2-3 jours que son père n'est plus lui-même. Il ne se sent pas bien et il est très fatigué. En plus, Abdelhamid a déjà eu des soucis de santé par le passé, notamment une amputation à cause de son diabète. Et comme beaucoup de Français, il a besoin de travailler pour survivre. Donc, même souffrant, il garde son sourire et continue à faire son métier passionnément. Mais le lundi 5 mars 2018, avant de partir travailler, Selim s'inquiète sérieusement en voyant son père. Il lui demande comment il va et Abdelhamid lui répond qu'il est fatigué. Alors son fils l'enjoint à aller consulter un médecin car la santé est plus importante que tout. Son père lui répond par la positive. Mais quand Selim rentre le soir, il ne voit pas son père et demande à sa mère comment il va. Elle lui répond qu'il est très fatigué et qu'il est parti se coucher. En le voyant, Selim comprend l'urgence de la situation et décide de l'emmener dans un hôpital privé du 92. Et c'est là que le cauchemar commence. Je pense que plus de la moitié d'entre vous a déjà eu affaire à cette situation. Vous souffrez ou êtes avec quelqu'un qui a un problème, mais il y a toujours énormément d'attentes. Et normalement, ce sont les patients les plus urgents qui sont pris en priorité. Et justement, cela devrait être le cas de M. Madadi. Cela fait plusieurs jours qu'il a mal et il présente une gastro-entérite. Sur le chemin des urgences, il avait informé son fils qu'il souffrait de douleurs thoraciques. Si on prend en compte son âge, c'est-à-dire plus de 70 ans, c'est un patient à risque. Mais une fois arrivé et le personnel prévenu, personne ne s'occupe d'eux. Et je sais que je suis comme Selim et son père. On ne connaît pas trop le milieu médical, on s'assoit et on attend en se disant que cela sera forcément notre tour, qu'il y a peut-être plus urgent. Sauf qu'au bout d'une heure, personne ne vient les consulter. Alors que cela fait 60 minutes que le père se tord littéralement de douleur. Et comme le dit son fils, c'est qu'il devait vraiment souffrir, car en général, il ne montre pas quand il a mal. Devant l'insistance de Selim, une infirmière assez hautaine lui dit que M. Madadi va bientôt être pris en charge. En effet, elle revient et l'emmène avec elle dans une autre salle. Ils reviennent 3 minutes plus tard. Qu'a-t-elle fait? Juste pris les constantes du père. Donc, clairement, rien qui puisse soulager sa douleur. Ensuite, elle le fait se rasseoir dans la salle d'attente. Il va encore falloir 1h30 d'attente avant que le père de Selim ne soit pris en charge. Et vous savez c'est quoi le pire? L'infirmière hautaine qui revient voir Selim, mais cette fois penaude. Elle lui dit que le docteur veut le voir pour discuter du cas de son père. C'est là que le fils apprend la vérité. Abdelhamid Madadi était en train de faire un infarctus du myocarde et qu'il fallait absolument procéder à une coronarographie. Cette action permet au cardiologue de visualiser les artères coronaires du patient. Le médecin explique à Selim qu'ils vont essayer de revasculariser le cœur, c'est-à-dire restaurer l'apport en oxygène du muscle cardiaque. Mais il le prévient. Vu le stade avancé de son père, il est probable qu'une grande partie du cœur soit déjà mort. Et là, Selim tombe des nues. Son père, c'est sa moitié. C'est sa vie. C'est la personne la plus importante pour lui. L'équipe médicale, se rendant compte de son erreur gravissime, se décide enfin à le prendre en charge, car chaque seconde compte. Et malheureusement, le patient a déjà perdu 2h30 de ce précieux temps dans la salle d'attente. Selim laisse son père entre les mains du corps médical. Lorsqu'il revient le voir le lendemain, il trouve que M. Abdelhamid a l'air mieux, donc il est soulagé et content. Même le corps médical est optimiste. On lui explique qu'effectivement, le patient va mieux et que dans peu de temps, il va aller en soins intensifs puis en maison de repos. Donc c'est un diagnostic plutôt rassurant. Comme expliqué, son père est transféré en soins intensifs. Et là, sans que Selim ne sache pourquoi, le réanimateur qui a pris en charge son père change son diagnostic et lui dit que le cœur d'Abdelhamid est trop atteint et qu'il n'y a plus rien à faire, que son cœur est beaucoup trop nécrosé. Donc, on passe d'un patient qui va beaucoup mieux à un homme en fin de vie, et ce, en quelques heures. D'ailleurs, Selim constate que l'on a déjà commencé à donner des drogues à son père. Selon le corps médical, c'est pour lui permettre de tenir jusqu'à la fin. Selim est perdu. Il s'effondre et désespère. Il pleure.
Mais c'est un homme résilient. Alors, avec des proches, il commence ses propres recherches. Et sur Internet, il trouve des informations capitales. Pour les personnes comme son père souffrant d'insuffisance ventriculaire gauche, il y a des systèmes mécaniques qui peuvent combler cette insuffisance. Je vous épargne les détails techniques, mais le plus important est que c'est clairement une solution alors que l'hôpital privé avait dit ne rien pouvoir faire. Donc, c'est armé de ces informations que Selim rencontre le réanimateur. Loin d'être heureux de cette nouvelle, l'homme devient mal à l'aise. Il lui dit que oui, mais non, ce n'est pas possible, et il lui dit de ne pas essayer de comprendre. Après tout, Selim ne vient pas de ce métier, donc il ne sait pas de quoi il parle. Selim demande alors à transférer son père ailleurs, mais cela lui est refusé. Le jeune homme ne se laisse pas démonter. Il contacte le professeur Leprince, dont la réputation n'est plus à faire. C'est l'un des plus grands chirurgiens cardiaques. Animé par le désespoir, il lui envoie un mail dans lequel il le supplie de prendre son père en charge, car il a vu que le système qui peut sauver son père a déjà été mis en place à la Pitié-Salpêtrière où officie ce médecin. Avec beaucoup d'humanité, le professeur Leprince accepte de les recevoir tout de suite car il comprend l'urgence. Il regarde le dossier médical et prend la décision d'appeler la clinique privée où est toujours M. Madadi. Et là, étrangement, le réanimateur change de ton une fois qu'il a le professeur au téléphone. Il lui répond qu'il n'y a aucun souci, de ne pas s'inquiéter et que le transfert va avoir lieu. Mais une semaine était déjà passée. Quand le père de Selim arrive à la Pitié, il est pris en charge par l'équipe de réanimation cardiaque avec des soins adaptés à son état. Il bénéficiera de la chirurgie cardiaque que son fils avait trouvée, mais décédera quelques jours plus tard à cause de tout ce temps perdu à l'hôpital privé. Normalement, lorsqu'une personne présente des symptômes comme ceux de la victime, il doit être pris en charge dans les 10 minutes qui suivent, car chaque seconde compte. Abdelhamid Madadi a dû attendre 2h30 alors qu'il était en train de faire un arrêt cardiaque. Selim a porté plainte contre l'infirmière, mais aussi le médecin qui les a reçus. Mais comme on a pu souvent le constater dans ce type d'affaires, il semble que les établissements médicaux ont des soutiens inébranlables. Car, quel que soit ce qu'entreprend le fils endeuillé, rien ne fonctionne. D'après des expertises judiciaires faites par un chirurgien vasculaire et non par un chirurgien cardiaque, M. Abdelhamid Madadi avait 0% de chance de survie, alors que la famille de Selim a payé de sa poche 6 expertises. Et chacune a estimé que son père avait 30 à 50% de chances de survivre si l'opération avait eu lieu dans les temps. Le pire dans tout cela, c'est que le 19 mars 2024, l'affaire sera prescrite, alors que la clinique a elle-même avoué avoir fauté lors d'une réunion de conciliation. Pourtant, il ne lui est rien arrivé. Abdelhamid Madadi a travaillé toute sa vie, offrant son sourire et son humanité à chaque personne qu'il croisait. Tout cela pour finir entre les mains de personnes totalement inhumaines. Et ce n'est pas normal. Selim est endeuillé, mais doit aussi faire le travail de la justice, et ce n'est pas normal. Ils ont dû attendre 2h30 et cela n'est pas normal. Selim s'en veut énormément de ce qui s'est passé, alors que c'est un fils qui s'est battu et se bat encore pour son père. Il ne mérite qu'une chose, obtenir gain de cause. Je vais lire une lettre, un mail que j'avais envoyé au professeur Leprince de la Pitié-Salpêtrière au moment où mon père était à Antony et que l'hôpital d'Antony refusait tout simplement de le transférer dans un hôpital compétent et ayant les capacités et les moyens de le sauver, puisque c'est nous, en faisant nos propres recherches, nous avons pu trouver cette solution de l'emmener à la Pitié-Salpêtrière. Donc j'ai envoyé comme une bouteille à la mer, c'est-à-dire cet email au professeur Leprince qui a eu la gentillesse et la délicatesse de me répondre, et grâce au professeur Leprince, nous avons pu mettre pression à l'hôpital d'Antony pour que mon père soit transféré. Voilà, enfin je vais vous lire plutôt, je vais pas vous lire tout le mail puisque c'est un mail assez technique sur son état de santé, mais je vais vous lire, même si c'est pas un exercice facile, et je vais essayer de rester digne, et je vous prie de m'excuser si j'arrive pas à lire correctement. Je vais lire juste deux parties, deux chapitres, pour vous expliquer en fait ce que représente mon père, et je le dis toujours au présent, ce que représente mon père à mes yeux. Voilà, je le dis toujours au présent parce que à mes yeux, il est avec moi. Alors, professeur Leprince, je vous écris ce mail avec tout le désespoir et l'amour qu'un fils peut avoir pour son père. Je suis actuellement perdu et démuni face à la situation que je vis. Bon, ensuite j'explique juste la situation de mon père.
Et j'ai fait des recherches et j'ai trouvé à la petite salpêtrière une solution viable. Et j'ai terminé par... Professeur, je vous écris ce mail dans la plus grande des douleurs, car mon père était une personne de 72 ans, encore en activité professionnelle, commerçant en fruits et légumes, allant chaque jour au marché de Rungis. Le voir diminuer à ce point m'est insupportable. J'en pleure tous les jours et je ne dors pas plus de 2 heures par nuit. D'autant plus qu'il existerait peut-être une alternative thérapeutique que ne pratique pas l'hôpital d'Antony. Ça s'appelle le Jarvik 2000 ou le Heartmate 2. J'ai parfaitement conscience que vous êtes un homme très, très occupé, mais vous êtes mon seul espoir. Tant que mon père est dans un état viable et stable, j'aimerais qu'il soit pris en charge par votre service. Mon seul regret à ce jour, et c'est un regret que j'ai encore aujourd'hui, habitant à Villejuif, est de ne pas avoir conduit mon père aux urgences de la Pitié-Salpêtrière, ignorant totalement la gravité du moment. Je suis démuni, ce mail est un appel au secours avant qu'il ne soit trop tard pour cet homme exceptionnel qui représente toute ma vie. Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous porterez à ma demande et vous prie, professeur Le Prince, de bien recevoir mes salutations. Voilà, je peux pas en dire beaucoup plus, je suis désolé, je voulais pas faire... je voulais pas être dans cet état-là, mais ça replonge forcément dans des moments difficiles, puisque je me souviens quand j'ai fait ce mail-là, j'avais pris mon PC portable et j'étais parti au Quick de Villejuif, je m'en souviens très très bien. J'avais envoyé ça par désespoir complet, et lorsque le professeur Le Prince m'a répondu, on a réussi à faire le transfert, parce que, évidemment, quand ça vient d'un professeur, l'hôpital d'Antony se tait et applique ce qu'il aurait fallu faire quelques jours plus tôt. J'ai tout résumé, j'ai rien d'autre à dire à plus, j'ai rien d'autre à dire de plus, pardonnez-moi. C'est juste que mon père, c'est quelqu'un d'hors norme. Il a toujours tout fait pour qu'on soit heureux, de bon, de généreux, de gentil, de proche avec ses clients. C'était pas juste quelqu'un qui vendait ses fruits, ses légumes de façon froide et tout. C'était vraiment le commerçant de l'époque qu'on n'a plus aujourd'hui. Toujours prêt à rendre service, toujours prêt à aider les autres. Il a fait son métier, il a travaillé jusqu'à son dernier jour où il a fait sa crise cardiaque. Voilà. J'espère que tout ça aura une issue, je peux plus dire heureuse malheureusement, mais une issue juste, même si on a du mal à y croire avec la justice d'aujourd'hui, puisqu'on est vraiment mis de côté. Et je voudrais vraiment remercier encore l'association Les Oubliés de la Justice, puisque vous nous aidez énormément. Pour ceux n'ayant pas vu ma vidéo concernant l'homicide de Lucinda à l'hôpital, je vous la mets dans l'onglet description. Comme pour les autres victimes, voici quelques phases clés de l'affaire. Lucinda est une femme de 71 ans qui a eu quelques soucis de santé dans sa jeunesse, mais cela ne l'a pas empêchée de mener une vie remplie de joie et d'avoir 2 enfants. En décembre 2019, elle doit passer les fêtes de fin d'année avec sa fille Dalila. Mais lorsque les 2 femmes sont ensemble, sa fille constate que Lucinda a l'air de souffrir car elle a mal au ventre côté gauche. Afin d'être sûre que ce n'est rien de grave, elles prennent rendez-vous chez le médecin généraliste. Elles y vont par 3 fois et la médecin suspecte une diverticulite qui est un trouble digestif fréquent. Une suspicion de diverticulite, alors je vais pas rentrer dans... C'est juste une inflammation des poches du côlon. On n'en meurt pas, et certainement pas quand c'est même pas au stade opératoire, ce qui n'était pas le cas. Finalement, la médecin leur demande de se rendre aux urgences. Sa vie n'est pas en danger, mais elle veut savoir avec certitude ce que sa patiente a. Elle prend le temps de leur fournir un dossier complet qui mentionne les antécédents de Lucinda. Elle écrit aussi une lettre où elle demande explicitement qu'un scanner soit fait. Dans la foulée, les 2 femmes arrivent aux urgences d'un grand hôpital francilien. Nous sommes le 20 décembre 2019. On arrive à l'hôpital, elle est reçue par une urgentiste qui me prend de haut puisque je suis pas médecin, je n'ai pas de connaissances médicales. Donc c'est à elle de dire si on fait un scanner ou si la radiographie suffit. Donc cette décision de ne pas faire de scanner lorsqu'elle arrive à l'hôpital aux urgences le 20 décembre va à l'encontre d'une part de l'avis de la généraliste et de l'avis de la radiologue, puisqu'on a un compte-rendu de radiologie qui dit bien nécessité d'un scanner en complément. Le 2 janvier, ma mère lève les bras en croix quand les médecins rentrent dans la chambre. C'est un geste qui veut tout dire, un jour avant sa mort. Le 3 janvier 2020, Lucinda meurt après qu'on lui ait injecté un produit létal sans information préalable.
laissant Dalila, sa fille, consternée et dans un état de choc post-traumatique pendant des mois. Après, c'est des jours, des nuits blanches où on dort 1 heure, 2 heures. C'est juste des questions, on se passe en boucle les scènes et on cherche à comprendre. Dalila va tout mettre en œuvre pour comprendre comment sa mère a pu mourir dans un hôpital alors que son pronostic vital n'était pas engagé. Comprendre est devenu vital pour survivre, sachant que sa mère était juste venue pour faire un scanner par rapport à un possible trouble non mortel. Dalila ne va avoir de cesse de réclamer des explications de la part du personnel soignant hospitalier, mais elle va trouver porte close. On va bien lui accorder une pseudo-médiation, mais elle se retrouve face à une femme qui n'était pas présente au moment des faits et qui inverse l'accusation en éludant systématiquement toutes les vraies questions. Dalila se tourne alors vers des experts et des médecins non liés à l'hôpital incriminé, et tous lui répètent la même chose. Sa mère n'aurait pas dû mourir dans cet hôpital. Lucinda était venue pour un scanner, sauf que les médecins avaient ignoré sa demande. Ensuite, ils l'avaient mise dans le service réanimation alors qu'elle n'avait rien qui le justifiait. Ils lui avaient posé des cathéters artériels sans anesthésie et alors qu'elle hurlait de douleur. Les praticiens faisaient fi de sa volonté et l'ont maltraitée de la pire façon qui soit. Pourtant, en théorie, les demandes du patient doivent être respectées. Les soignants avaient fait en sorte d'éloigner le plus possible mère et fille en prétextant que Dalila était trop fatiguée et qu'elle nuisait au repos de sa mère. Pourtant, en même temps, ils étaient en train de la préparer à mourir. Dalila se pose les questions suivantes. Pourquoi empêcher mère et fille de passer du temps ensemble? Pourquoi n'avoir jamais respecté les demandes de Lucinda? Pourquoi avoir maltraité et torturé une patiente jusqu'à l'injection létale, ce qui est un meurtre avec préméditation selon la loi? Une information judiciaire pour homicide est en cours. Dalila souhaite que la vérité soit faite sur la mort de sa mère. Je vous invite d'ailleurs à signer les 2 pétitions en ligne que vous trouverez en description. Elle souhaite aussi rassembler un maximum de personnes qui ont vécu des situations similaires. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a été victime ou est victime du milieu hospitalier, je vous invite vivement à contacter Dalila sur l'adresse qui s'affiche à l'écran, mais que je vais aussi mettre en barre d'infos. Il est crucial que les victimes puissent se rassembler et faire front. Dalila se pose beaucoup de questions. Pourquoi l'avoir empêchée de passer du temps avec sa mère pendant ce qui s'est avéré être ses derniers jours de vie? Pourquoi avoir fait de la rétention du dossier médical? Pourquoi avoir escamoté des résultats relatifs aux examens bactériologiques, faits mis en évidence par l'expert médical lui-même? Pourquoi avoir cherché à inverser l'accusation lors de la pseudo-médiation en invoquant une altercation avec le personnel hospitalier? Pourquoi? Parce que de tels praticiens hospitaliers cultivent l'art du camouflage, selon l'expression d'un professeur de médecine qui, lui, agit en vrai médecin intègre et compétent, le professeur Christian Maresco. Je m'appelle Dalila. Ma mère a été victime de violences hospitalières qui sont allées crescendo jusqu'à l'homicide, à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Ça s'est passé entre le 20 décembre 2019 et le 3 janvier 2020. Période de grève, de vacances, de fêtes, pour tout le monde ou presque. Ça fera bientôt 4 ans. Mais certains souvenirs sont d'une telle violence que le temps ne les effacera jamais. Pour moi, c'était hier. Votre mère n'avait aucune raison de mourir dans cet hôpital. Votre mère a été d'une force extraordinaire. Je suis sidérée. Consternant. Ce dossier est consternant. Voilà autant de déclarations que j'ai entendues de la bouche de médecins. Certains qui connaissaient ma mère, d'autres qui ne la connaissaient pas et se basent sur les pièces médicales et notamment le dossier médical réceptionné de Béclair après seulement 4 courriers en recommandé avec accusé de réception. La radiologue et la généraliste qui avaient consulté ma maman avaient diagnostiqué une diverticulite et un scanner devait être réalisé le lundi 23 décembre en ambulatoire. Mais le vendredi 20 décembre, la généraliste préfère orienter ma mère vers les urgences. C'est ainsi que ma mère arrive aux urgences de Béclair. Là, l'urgentiste refuse de faire le scanner et oriente ma mère en service de réanimation sur la base d'une radiographie pulmonaire qui ne montrait rien d'autre que ses séquelles de tuberculose. Erreur de diagnostic, une hypothétique infection pulmonaire qui ne sera d'ailleurs pas validée, puisqu'aucun germe bronchopulmonaire n'est retrouvé, jusqu'à l'infection nosocomiale contractée 10 jours plus tard, le 30 décembre. Il ne la soigne pas pour sa douleur à l'abdomen côté gauche dont elle se plaint.
Non seulement ils ne la soignent pas, mais en plus, ils la mettent sous oxygène à haut débit, 50 litres par minute, ce qui est totalement contre-indiqué dans le cas des patients insuffisants respiratoires chroniques, ce qui était le cas de ma mère depuis son adolescence. C'est là une grossière erreur. Et pourquoi ? Fallait-il orienter ma mère dans un service qui venait de se voir fermer 15 lits et qui était par conséquent menacé de fermeture ? On peut se poser la question. Des poses de cathéter artériel à répétition les 24 et le 31 décembre 2019, sans anesthésie, et qui ne seront pas fonctionnelles, et sur le même poignet droit, alors que le dossier médical parle du poignet gauche pour le 31 décembre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient sectionné l'artère. Ma mère perd 1 litre de sang. Ma mère hurlant « Ils veulent me tuer !» Et je dois alors l'abandonner à ses bourreaux. C'est le 31 décembre, avant la pose du cathéter. Le 31 décembre au soir, après cet acte de barbarie, il est minuit passé. Ma mère gémit sous son masque VNI et elle arrive à réclamer une soupe que personne ne lui apportera parce qu'il ne lui donne plus à manger. Elle a soif, il ne lui donne plus à boire. Je suis menacée d'être évacuée de la chambre parce qu'ils veulent fêter la Saint-Sylvestre. Le lendemain, le 1er janvier, lorsque nous revenons, nous voyons qu'une table a été dressée devant la chambre de ma mère. Et que dire de cette sonde urinaire qui est bouchée depuis plusieurs jours et qu'ils ne changeront pas ? Je revois ma mère hurlant de douleur, les jambes en grenouille dans la nuit du 2 au 3 janvier. Ma mère, cette femme qui était d'une endurance à la douleur. Et le pire, l'injection létale à laquelle je vais assister le 3 janvier à 22h45. Ils ont décidé seuls et sans information préalable d'en finir avec ma mère. Parce qu'il était hors de question pour eux de communiquer sur leurs fautes. Hors de question pour eux de tenter de rattraper leurs fautes. Hors de question de communiquer sur l'infection nosocomiale. Une erreur de diagnostic, des traitements totalement inappropriés, une infection nosocomiale et la décision d'en finir, certainement pour libérer la chambre, parce que le calendrier post-opératoire devient chargé après les fêtes. Alors que j'étais en état de choc post-traumatique, comprendre pour quelle raison ma mère avait été euthanasiée est devenu ma priorité. J'ai obtenu la vérité, grâce à des médecins intègres qui ont brisé l'omerta médicale, et aujourd'hui je réclame justice. Certaines des pires tragédies commencent le plus simplement du monde. Yolande Gabriel est une femme de 65 ans comme j'aimerais l'être. Elle est sportive, sobre, non fumeuse, ne présente pas de diabète ni de surpoids, vraiment une femme en parfaite santé. Elle vient de la Martinique, puis au cours de sa vie a déménagé en région parisienne. Elle a 3 enfants, 2 filles et un fils. Et en juin 2020, la famille va vivre un grand changement. Ils se préparent à déménager en Normandie afin de vivre paisiblement dans une maison entourée d'un grand jardin. Le départ est prévu pour la fin du mois d'août. Mais au début du mois de juin 2020, Yolande commence à se sentir mal. Elle a des douleurs thoraciques et gastriques et la moindre chose comme rire ou manger la fait souffrir. Laura pense au début que c'est le stress qui est la cause de tout ce mal-être, puisque sa mère s'apprête à changer totalement de vie. Mais Yolande prend quand même rendez-vous chez un gastro-entérologue le 22 juin. Le médecin est en retard sur son planning car un patient l'avait accaparé juste avant. Donc, quand elle rentre dans le bureau, elle sent bien le médecin agacé et désagréable. Il ne prend pas sa tension artérielle, ce qui se fait dans n'importe quel type de consultation, et se contente de 2 palpations. Mais Yolande lui précise que cela fait quand même 2 semaines qu'elle souffre. Ce à quoi le médecin s'exclame « Oh, mais c'est rien 2 semaines !» Il cherche même à appliquer un dépassement d'honoraires qui ne sera finalement pas encaissé. Ne souhaitant pas en rester là, elle se tourne vers d'autres praticiens, mais cela ne donne rien. Le mardi 30 juin, elle se rend chez le Dr G, son médecin traitant. Il lui prescrit des examens sanguins, puis il la contacte peu après pour lui intimer l'ordre d'arrêter toute activité et de se rendre tout de suite aux urgences de l'hôpital le plus proche, ce qu'elle fait. Après examen, il s'avère que la situation est grave car elle souffre d'un problème cardiaque. Quand Laura la rejoint à l'hôpital de Meaux, elle lui dit quelque chose comme « Je savais que j'avais quelque chose de grave, que ce n'était pas une douleur d'ulcère. » Mais là, il n'y a pas à dire. Yolande est bien entourée.
Elle est perfusée, ses signes vitaux sont surveillés, donc Laura et Christine sont rassurées. Surtout que le personnel de l'hôpital semble confiant. Mais elles apprennent que leur mère doit subir une procédure de routine qui ne peut se faire dans cet hôpital. Donc, elle est emmenée aux urgences de Jossigny. Une fois là, Laura s'entretient avec un médecin qui a les mêmes propos rassurants que ceux de l'hôpital précédent. Au final, on leur dit que leur mère souffre non pas d'un infarctus, mais d'une myocardite, c'est-à-dire d'une inflammation du muscle cardiaque. Donc au final, le personnel les rassure, leur expliquant que c'est sérieux, mais que la myocardite se soigne et que normalement les choses devraient bien aller. Du coup, le samedi 4 juillet 2020, Yolande rentre chez elle assez contente, ordonnance en main. Cela dure 2 ou 3 jours avant que les douleurs ne reprennent. Le mardi 10 juillet, la mère de famille souffre tellement qu'elle demande à Christine de la conduire aux urgences de Jossigny. Cela se passe un peu avant 10 heures du matin. En fin d'après-midi, le personnel soignant la renvoie chez elle en lui disant que c'était dû à son inflammation. Pourtant, à toutes les douleurs déjà présentes, maintenant Yolande a des douleurs au mollet et marche de façon claudicante. 6 jours plus tard, elle compose le 15 sans en avertir ses filles. Après évaluation de son état, une des urgentistes dit soupçonner un problème pulmonaire. Yolande repart avec eux et on la transporte à l'hôpital de Meaux. Laura échange avec elle par SMS, lui disant de bien préciser qu'elle a des douleurs au mollet. Mais sa mère lui répond qu'on lui a affirmé que c'était normal. Dans l'après-midi, une femme faisant partie du personnel soignant explique à Laura que sa mère souffre d'une pneumonie et d'une embolie pulmonaire. Il faut savoir que quand il y a une suspicion d'embolie, il ne faut surtout pas se déplacer ou marcher car cela peut faire migrer le caillot de sang. Pourtant, quand ses filles viennent la rejoindre, c'est sur le parvis de l'hôpital, alors qu'elle est censée être alitée et surveillée de très près. Durant les jours suivants, les deux femmes rendent régulièrement visite à leur mère. Elles s'entretiennent aussi avec le docteur M que Yolande apprécie particulièrement. Le problème est que plus le temps passe, moins elles reconnaissent leur mère. Yolande n'éprouve plus de joie à la vue de ses filles. Elle est très amaigrie et fatiguée, et quelque chose la ronge, le manque d'informations. En effet, les médecins viennent la voir de façon très irrégulière et elle n'a pas beaucoup d'informations sur l'évolution de son état de santé, et cela l'angoisse beaucoup. Finalement, un jour, elle se met à pleurer, ce qui décide le personnel soignant à venir la voir et à lui apporter davantage d'informations. Cela la pèse sur le moment, mais elle doit bientôt sortir de l'hôpital et on ne lui a toujours pas donné de date pour des rendez-vous de suivi. Donc, elle est inquiète. C'est dans un état de déprime qu'elle revient à la maison. Maman est ainsi revenue à la maison, inquiète et sans joie de vivre. J'avais déjà pu observer son manque d'entrain alors que ces 2 semaines d'hospitalisation touchaient à leur fin. Je lui avais par exemple demandé, 1 ou 2 jours avant sa sortie, ce qu'elle souhaitait manger pour son retour. Maman, habituellement très gourmande, s'est montrée indifférente, ce qui n'a pas manqué de me surprendre. Malgré 2 semaines d'hospitalisation, Yolande ne va toujours pas bien et elle en fait part à ses proches. Son mal-être ainsi que ses douleurs sont pires qu'avant. Sa fille se demande comment c'est possible après autant d'examens subis. Le jeudi 20 août, dans la matinée, Yolande n'en peut plus de la douleur et demande à Christine de la conduire chez son médecin traitant. Il n'est pas là, donc c'est le remplaçant, le docteur N, qui l'examine. Il lui prescrit plusieurs examens, mais lui dit que si les douleurs empirent, de se rendre aux urgences. Ce qu'elle fait vers 16 heures. Elle arrive aux urgences de Meaux. Et dites-vous qu'à 4h06, donc en pleine nuit, Laura reçoit ce SMS de sa mère. « Bonjour Laura, tu pourras m'ouvrir dans 10 minutes s'il te plaît ?» Il pleut des cordes quand elle ouvre la porte et a devant les yeux une femme dépitée. Quand sa fille lui demande pourquoi l'hôpital ne l'a pas gardée, elle répond « Ils m'ont dit que c'était normal, que les résultats ne soient pas normaux. On m'a donné une ordonnance pour les douleurs. » Peu après, sa mère va se coucher. Quelques heures plus tard, Laura ne le sait pas, mais sa mère est en communication avec le SAMU. Elle est en pleine souffrance. On entend bien qu'elle est essoufflée. Je ne peux pas mettre les 10 minutes d'appel, mais écoutez comment cette femme qui a été baladée d'hôpital en hôpital est reçue. D'accord, et alors puis, pourquoi ils vous ont laissé repartir? Justement. Et ils vous ont dit quoi exactement? Après, ils m'ont donné, je suis partie vers 3h du matin. Ils m'ont dit bon, et j'avais un taux de tropoline encore élevé. D'accord.
Bon. Ils m'ont dit, bon, c'est bon. Là, ça va pas. Je suis rentrée chez moi. Dès que je suis sortie de l'hôpital, ça a recommencé. J'ai été douleur, les douleurs plus fortes. Et, D'accord. Bon, et alors, est-ce que madame, vous madame, m'emmenez à Giovanni? madame. Et donc là, Je vais votre vomir. madame, Oui. je vais vous poser des questions. Il faut que vous me répondiez maintenant. D'accord? Je vous ai entendu parler. Maintenant, il faut me répondre. Votre douleur dans la poitrine, elle est là depuis combien de temps? Ben, depuis quand j'ai fait les... Donc, depuis hier, c'est ça que vous voulez me dire? Non, depuis que j'ai eu tous ces problèmes-là, mais depuis une semaine, ça s'accentue. Et là, ça s'accentue encore ce matin. Donc, depuis une semaine, vous avez mal dans la poitrine? Davantage. Davantage. D'accord, J'ai ok. toujours eu ça. Ok. Bon, vous quittez pas, madame? J'en parle au médecin, quittez pas. Donc vous êtes allé aux urgences de l'hôpital de Meaux hier Oui. pour les mêmes motifs qui vous font appeler ce matin, Pour pour les mêmes oui, symptômes. D'accord. Oui, mais là, ça s'accentue. Ouais. Et comme je disais, que le 30, que le 16, vous êtes Oui, venu mais ça ici. j'ai vu. Oui. Et Et ça puis, c'est en cours de traitement, ça. oui, mais ça va Qu'est-ce pas qu'on vous parce donne que comme médicament? j'ai un médicament pour le cœur, oui, Ouais. pour la tension. Oui. euh, Et un anticoagulant. Pardon? Oui, anticoagulant. C'est quoi l'anticoagulant? Attendez. Les anticoagulants. Voilà, je suis très bien. Anticoagulant. Attendez, c'est peut-être là-haut, c'est pas ça. Alors j'ai anticoagulant. Libril, c'est pas ça? Madame, il faut vous calmer. Vous n'avez pas 36 000 Non, mais médicaments à prendre. je suis calme. Eh ben, et vous ne savez pas Mais- ce que vous prenez comme médicament. Vous n'avez pas votre ordonnance avec vous? Oui, je vais mon ordonnance. Bah ouais. Parce que c'est vraiment Parce que ça. sans information, c'est toujours difficile de prendre des décisions. Hein. Oui, parce que... Et alors là, vous nous rappelez, c'est quoi votre intention dans votre tête? Voilà, je finis, c'est là qu'ils sont là, ils sont pour le cœur, c'est là qu'ils sont... Voilà, j'ai trouvé ma ordonnance. Alors, madame, on va pas faire ce que vous voulez, d'accord? Si vous voulez aller à Jossigny, vous y allez. Mais si vous appelez les services de secours en période de garde, vous irez là où le système est organisé. Et lui. Oui, Elikis. Oui, mais je suis sortie là, il a bien voulu, ils n'ont pas voulu me garder hier. Eliki. Oui. Et puis, ils n'ont pas voulu me garder parce que... Attendez. Parce que, vous savez, c'est... Donc, madame, arrêtez. D'accord. Mais la douleur, elle vous a pas lâché depuis que vous êtes traité Non, pour l'embolie non. pulmonaire? Ouais. Non, ça s'aggrave. Okay. Et on vous avait fait un angioscanner à l'époque, c'est ça? Un scanner avec une injection de produit de contraste? Est-ce que j'ai pas compris ce que vous m'avez dit? Ben, vous m'entendez au téléphone ou pas? Est-ce Oui, que vous je m'entendez? vous entends. Moi, je peux vous renvoyer une ambulance, mais je vous ramène aux urgences de Meaux. Hein? Ils ont votre dossier, c'est là où vous étiez allé la première fois, et on va insister en disant que vous êtes embêté, et ils vont vous reprendre en charge. Je vous entends plus. Si vous parlez pas dans le téléphone, on peut pas s'entendre. Ah là là. Je vous disais, la première fois, j'étais à Meaux. Oui. Et Meaux m'a dirigé directement à Jossigny, parce que pour le cœur, pour le taux de troponie, j'étais trop élevé, j'ai chaud. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec l'embolie pulmonaire. Et à Meaux, vous avez été hospitalisé? Pourquoi je sais pas le dossier? Bon, je vous entends pas. 15 jours, oui, 15 jours. Mais putain, mais parlez dans le téléphone. Oui, j'ai été hospitalisé 15 jours. À Meaux, d'accord. Donc, moi, je peux vous renvoyer une ambulance pour vous ramener à Meaux. On va insister. Et s'ils doivent vous envoyer à Jossigny dans un deuxième temps, ils vous enverront à Jossigny. Hein? Voilà. Je vous envoie l'ambulance? Oui. D'accord. Au revoir, madame. Il est 7h30 quand Laura se réveille car elle entend de l'agitation en bas. Elle voit que sa mère ne va pas bien.
Yolande est au téléphone et cherche quelque chose, puis elle raccroche. Elle explique à sa fille qu'une ambulance doit arriver. Yolande cherche à s'habiller, mais elle n'y arrive pas. Elle a les jambes chancelantes. Et, fait important, elle va aux toilettes car elle a la diarrhée ce matin-là, contrairement au jour précédent, alors que normalement, elle souffre de constipation chronique. En sortant des toilettes, elle s'effondre sur le sol. Elle est froide et son teint est cireux. Sa mère ne parle plus vraiment, elle pousse des râles, puis un cri et enfin s'apaise. Mais ce n'est pas bon signe car de l'écume se retrouve sur le coin gauche de ses lèvres. Laura a l'impression que sa mère ne respire plus. Christine vérifie et cela semble être le cas. 45 minutes se sont déjà écoulées. Alors Laura rappelle le SAMU pour expliquer la situation. Au final, on leur dit de commencer le massage cardiaque, mais elles l'avaient déjà commencé de leur propre initiative. Quand l'ambulance arrive à 8h45, soit plus d'1 heure après la fin de l'appel de leur maman au SAMU, les secouristes ne comprennent l'urgence de la situation qu'en voyant Yolande. Ils s'activent alors. Le SMUR finit enfin par arriver à 9h02. Une jeune médecin A ainsi qu'un docteur GF leur posent plusieurs questions sur l'état de santé de leur mère. Quels sont ses problèmes de santé, ses médicaments? Mais une chose obnubile Laura. Est-ce que sa mère ressent tous les massages et autres actions qu'on lui fait? Mais le docteur GF la rassure en lui disant que non. Les deux femmes impuissantes assistent à tout ce chaos sans rien pouvoir faire. Le docteur GF vient les voir à plusieurs reprises, disant une première fois qu'il y a peu d'espoir. Puis, on continue car des choses nous incitent à continuer. À un moment, Laura entend le docteur GF au téléphone dire cette phrase. Elle est candidate. L'espoir renaît un peu. Y aurait-il un moyen de finalement sauver leur mère? Alors elle demande à Christine de se renseigner. Mais en fait, le docteur GF voulait savoir si leur mère serait une bonne candidate pour donner ses organes. Alors que ces deux filles sont présentes, et à 10h10, Yolande est officiellement déclarée décédée. Le docteur GF prend le temps de parler avec les deux femmes, affirmant que tout avait été tenté pour la sauver. Mais il est quand même perplexe quant à la raison du décès. Ce n'est pas possible qu'elle ait fait une nouvelle embolie. Ses artères étaient saines. Puis il poursuit « Bon, on va mettre embolie ». Alors que, même pour lui, cela n'a aucun sens. Il coche la case « Absence d'obstacles médico-légaux » sur le certificat de décès, ce qui empêche de déclencher une autopsie. Alors que Yolande, souffrante, avait été renvoyée de l'hôpital en pleine nuit et que les secours avaient mis presque 1 heure à arriver. Ce qui est aussi terrible est que, comme Yolande est décédée chez elle, c'est à sa famille de prendre physiquement en charge son corps. Toute la famille se rassemble et est dévastée. Alors qu'elle est en plein deuil, le dimanche 23 août, Laura reçoit un appel assez étonnant, celui du docteur GM, cardiologue à l'hôpital de Meaux. Quand elle lui demande s'il avait été le médecin de sa mère, il lui répond que non, mais elle apprendra plus tard que c'était faux et qu'il s'était occupé d'elle. Aux yeux de Laura, le seul but de l'appel du docteur GM est de la persuader que la mort de sa mère était inéluctable. Quand elle lui demande pourquoi sa mère avait été renvoyée de l'hôpital en pleine nuit, il lui répond entre autres « La troponine était augmentée, mais pas de façon franche. Il aurait fallu qu'elle double. Elle n'était pas tachycarde, donc il était normal qu'on la renvoie. Elle ne présentait pas de stigmates comme par exemple une diarrhée. » On sait bien que ce dernier point est faux, puisque peu avant sa mort, elle était allée aux toilettes à cause de cela. Je précise que, tout au long de l'entretien, le docteur GM s'est bien gardé d'employer la première personne du singulier, lui préférant le pronom indéfini « on ». Maman avait coutume de dire « on » est un pronom menteur qui qualifie celui qui l'emploie. Le docteur GM a pourtant validé la sortie de maman en pleine nuit, contribuant à signer, d'une certaine façon, son arrêt de mort quelques heures plus tard. Bien que la cause de la mort ne soit pas certaine, aucune autopsie n'est demandée par le corps médical, même pas le docteur GF qui était sur place est perplexe quant à cette fameuse embolie pulmonaire comme cause de décès. Par ailleurs, les médecins n'ont pas fait la déclaration d'événements indésirables graves à la suite de ce décès alors que la loi française l'exige. C'est le 10 septembre que Laura décide de se faire accompagner pour entamer une procédure judiciaire. Elle veut absolument récupérer le dossier médical de sa mère et prendre rendez-vous avec le chef des urgences de l'hôpital. C'est avec le recul et le dossier constitué qu'elle en est sûre. Le docteur GM, qui l'avait appelé le dimanche alors qu'elle était en plein deuil, avait caché le fait qu'il était le médecin en charge de sa mère et de sa sortie
et que ce jour-là, il avait tenté de la dissuader d'intenter une action contre les médecins. Yolande a été baladée, recevant différents diagnostics, renvoyée chez elle avec des ordonnances. Mais ce que je trouve le plus terrible est qu'à aucun moment on ne l'a écoutée. Ni à l'hôpital, ni le SAMU, elle a été renvoyée à 4 heures du matin chez elle. Est-ce que c'est même humain de faire une telle chose? Tout le monde déteste la police. La police tue. Tels sont les slogans que l'on pouvait entendre scander dans les récentes manifestations organisées pour dénoncer les violences policières en France. Pour beaucoup de Français, en effet, ce corps de métier ne semble plus être en odeur de sainteté. Mais force est de constater que dès lors que l'on est auréolé d'un doctorat en médecine, on nous confère immédiatement l'absolution. Quand le bourreau est médecin, tout va bien. Aujourd'hui, une majorité d'individus est prompte à défendre les médecins, et ce, quel que soit leur agissement. Il n'y a qu'à voir la réaction épidermique que suscite la moindre tentative de dénonciation d'une faute commise par le corps médical. Le manque de moyens, notre odieux président qui réduit les crédits alloués aux hôpitaux, la fatigue, la surcharge de travail, le Covid. Mais depuis quand le manque de moyens empêche-t-il un médecin de déclarer la mort subite d'une patiente alors que la loi l'y contraint? Autorise-t-il un médecin à se livrer à la rétention d'un dossier médical quand la loi impose sa restitution sous huitaine? Autorise-t-il des médecins à détruire délibérément les preuves de leur criminelle négligence en ne diligentant pas les autopsies attendues? Pourtant, je constate que certains médecins retrouvent de l'énergie dès lors qu'il s'agit de dissimuler leurs fautes et affûter leurs mensonges. Il n'est pas question ici de manque de moyens, non, mais de l'hubris, de l'orgueil d'une profession qui, refusant de procéder à son examen de conscience, ne cesse d'invoquer les motifs les plus farfelus, allant jusqu'à incriminer le patient décédé. Des médecins experts ont ainsi osé soutenir devant ma sœur et moi ce 16 octobre que ma mère avait dispensé de trop nombreuses informations sur ses antécédents médicaux, ce qui a embrouillé le médecin du SAMU. Par ailleurs, les experts ont affirmé qu'ils ne trouvaient rien à redire sur le temps employé par ce médecin du SAMU et que des phrases telles que « mais putain, parler dans le téléphone » n'avaient rien de choquant. En définitive, tout est jugé conforme. Mais où est donc passé le serment d'Hippocrate, l'éthique médicale, l'humanité et la compassion qui forment les essences de la vocation de médecin? Les instances de régulation, le Conseil de l'ordre, l'Agence régionale de santé, le ministère de la Santé se votent dans une honteuse prévarication et attendent de la justice que celle-ci distribue les blâmes, avec de la chance, dans plusieurs années. Je n'ai rien contre les médecins. Je voudrais simplement que les gens cessent de porter un regard naïf et angélique sur cette profession qui compte, elle aussi, sa part de brebis galeuses. Ouvrez les yeux, alors que ces médecins maltraitants sont soutenus par leurs supérieurs et les instances déontologiques qui déploient des modes opératoires dignes de la mafia. Je demande à la population de se questionner et de comprendre que de mauvais médecins existent et qu'il faut que l'État nous en protège et non les protège. Que le deux poids deux mesures cesse, que la connivence cesse, que les Patrick Pelou, François Braun, Aurélien Rousseau, Emmanuel Macron se montrent tout aussi indignés quand des actes d'inhumanité sont commis par une petite ARM en 2017 que par un médecin en 2020. Que l'impunité cesse, que la machine judiciaire silente n'ait plus besoin du fouet médiatique pour avancer un peu et contribuer à ce que la vérité jaillisse pour les victimes. Certains médecins l'oublient, mais leur doctorat ne leur confère en rien le statut de Dieu vivant. Ils font bel et bien partie de l'espèce humaine. Or, l'erreur, en l'occurrence ici la faute, est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Le moins que l'on puisse faire, c'est avoir le courage et l'humilité lorsqu'on est un homme de reconnaître qu'on a eu tort, de demander pardon et de tout faire pour tenter de réparer sa faute. Je demande aux médecins d'agir comme des hommes, d'assumer leurs fautes et de ne pas oublier qu'un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Les déserts médicaux sont des fléaux pour la France entière. Et l'affaire que nous allons aborder est un mélange d'incompétence, de mauvaise foi et d'inhumanité. Notre dernière affaire concerne un jeune homme, Loïc Mercadier. Vous voyez les personnes gentilles qui aiment rêvasser et sont toujours présentes pour aider? C'est lui. À tel point que ses amis le surnomment affectueusement l'abbé Pierre, car le jeune homme a le cœur sur la main et une grande confiance envers les gens. Il veut toujours voir le bon et les côtés positifs. Même si quelqu'un se comportait mal, il disait « Si moi je ne lui fais pas confiance, personne ne lui fera confiance et il va s'empirer. » Par les temps qui courent, le monde se porterait mieux s'il y avait plus de gens comme lui parmi nous. Mais il va faire le malheur de tomber sur des professionnels qui sont tout son contraire. Le samedi 23 décembre 2017, le jeune homme de 21 ans se plaint d'avoir mal aux dents. Donc, il fait ce que l'on ferait tous. Aller chez le dentiste du village. Ce dernier ne lui fait pas de radio, rien, alors qu'il me semble que c'est le premier acte en général quand on est reçu. Il lui prescrit juste des antibiotiques, sauf qu'une semaine plus tard, la douleur est toujours aussi présente. Il n'y a pas de gonflement, mais Loïc souffre quand même, donc il décide de retourner voir le même dentiste, qui à nouveau le reçoit, toujours sans faire de radio. Il lui change seulement ses antibiotiques. Bon,
Peut-être que cela va améliorer la situation. Pendant ce temps, ses parents sont en vacances. Et quand ils reviennent et voient Loïc, c'est une catastrophe. Il a une inflammation énorme. C'était impressionnant. On ne distinguait quasiment plus son menton à cause du gonflement. Le vendredi 5 janvier 2018, Sandrine emmène son fils aux urgences. Il est immédiatement transporté au CHU. Après avoir fait une radio, le personnel médical découvre que l'infection est due à une de ses dents de sagesse qui pousse vers l'intérieur. L'infection est tellement importante qu'elle va jusqu'au cervical et qu'il y a du pus. Le mercredi 9 janvier, Loïc est opéré. Il reste quelques jours à l'hôpital et rentre chez lui le dimanche 13 janvier. La famille est soulagée. Finalement, ce n'était qu'un problème de dents. Au moins, ils savent maintenant qu'il ne faut pas faire confiance aux dentistes du village. Mais vous vous doutez bien que s'il apparaît dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas tout. Mi-février, Loïc se met à tousser et à tousser et à tousser. C'est incessant. Sandrine commence à angoisser. Elle a l'impression que son fils a quelque chose dans les poumons. Alors, elle l'emmène chez leur nouveau médecin traitant car l'ancien est parti à la retraite. Après l'avoir ausculté, il en conclut qu'il s'agit d'une rhinopharyngite. C'est une infection virale bénigne fréquente chez l'adulte en hiver. Effectivement, il fait froid et heureusement, ce n'est rien de grave. Le jeune homme de 21 ans est mis sous antibiotiques. Une semaine plus tard, la toux s'accentuait et j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement. Le médecin avait l'air un peu agacé de nous revoir. Un jeune de 21 ans en bonne santé, ça ne consulte pas autant son médecin. Cette fois, il lui diagnostique une grippe et le met à nouveau sous antibiotiques. Comme pour le dentiste, à chaque fois que mère et fils vont le voir, il change juste les antibiotiques. Sans aucun regard pour la souffrance de Loïc, ni la détresse et l'impuissance de sa mère. Cela dure jusqu'en mars. Le 23 mars 2018, Sandrine rentre du travail vers 23h. La toux de son fils ne s'est pas arrêtée, bien au contraire. Face à elle, il est pris de quintes de toux incessantes. Prise de panique, elle appelle le SAMU. Mais bon, on lui répond que personne ne se déplacera juste pour une toux. Comme le dit si bien Sandrine, nombreuses sont les fois où le SAMU a refusé de prendre au sérieux un appel et une mort s'en est suivie, comme celle de Naomi Musanga. Son fils passe la nuit à tousser. Le 25 mars, c'est la fin des antibiotiques et Sandrine tente de se rassurer. Ça va passer. Si les médecins ne se sont pas alarmés, je ne dois pas m'inquiéter. Sauf que dans la nuit du 26 au 27 mars, Loïc passe des heures tout à fait épouvantables. Il souffre, il tousse, il pleure. Sandrine découvre l'enfant qu'elle a mis au monde en larmes. Loïc n'est plus le jeune gaillard plein d'entrain d'avant. Il a perdu beaucoup de poids, il ne tient plus sur ses jambes. Et il dit cette phrase prémonitoire. « Maman, je t'aime, je ne veux pas mourir. » Forcément, elle est troublée par ces mots. Des mois que son fils souffre sans aucune amélioration et il lui avoue avoir peur de mourir. Elle garde la face et tente de le rassurer, lui disant qu'on ne meurt pas d'une bronchite. Mais intérieurement, elle ne supporte plus la situation. À 8h tapantes le lendemain, elle contacte le médecin car elle sait qu'il débute sa tournée. Mais il refuse de se déplacer pour une toux. À nouveau, cette qualification comme si le problème était si insignifiant. Je raccroche, furieuse. Je n'en attendais pas moins. Il avait déjà l'air bien agacé de nous voir au cabinet pour cette simple toux. Elle retourne dans le salon et là, elle voit son fils allongé sur la banquette. Elle se dit qu'avec les nuits blanches qu'il fait et sa toux incessante, il doit être épuisé. Donc, elle pense qu'il s'est assoupi. Jusqu'à ce qu'elle se rende rapidement compte que son fils de 21 ans avait fait un arrêt cardiaque. Elle appelle immédiatement les secours. Heureusement, elle connaît les premiers gestes, donc elle l'allonge sur le sol et commence à le masser. Il régurgite alors du pus. Elle continue le massage jusqu'à l'arrivée des pompiers puis du SAMU 25 minutes plus tard. Ils réussissent à le ranimer et il est transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. N'étant pas médecin, Sandrine pense que c'est la fatigue due au fait de tousser sans cesse qui est à l'origine de cet arrêt. 1 mois que son enfant tousse sans cesse. Cela rendrait n'importe qui totalement à bout. Mais en fait, ce n'est pas ça la raison. Elle apprendra plus tard que le poumon de Loïc avait éclaté, qu'il était infecté à 96% de pus et que c'était pour cela qu'il toussait sans cesse. Pas à cause d'une rhinopharyngite, pas à cause d'une bronchite, mais à cause de 96% de pus dans les poumons. À l'hôpital, les discours sont flous.
Au début, on leur dit que le poumon va être drainé et que l'on peut vivre avec un seul poumon sans souci. Et surtout, que le cerveau n'est pas infecté. Puis, 2 jours plus tard, un autre discours. Cette fois-ci, on leur dit que le cerveau est nécrosé, ce qui veut dire qu'il est détruit et que c'est irréversible. Et là, c'est le choc. Comment on peut leur dire tout et son contraire en si peu de temps? Je m'interroge et je n'ai pas de réponse. Je supplie le médecin réanimateur de faire le maximum pour sauver mon fils. Un scanner est prescrit, mais le 1er mai étant férié, il est repoussé à une date ultérieure. Quand il est fait, le personnel médical affirme à Sandrine « Il y a du mieux, mais le cerveau est toujours nécrosé », ce qui en soi n'a pas vraiment de logique. Sandrine cherche à avoir des informations, mais on ne lui donne aucune explication. Par contre, un scanner est prescrit pour dans 15 jours. C'est terrible à dire, mais j'étais heureuse à ce moment-là que le scanner ne soit pas prévu plus tôt, car cela signifiait que je pourrais voir mon fils, qui serait encore en vie d'ici là. Une fois par semaine, l'équipe médicale se réunit pour les tenir informés. Enfin, pour leur donner un discours technique qu'une personne néophyte et en détresse ne peut pas comprendre, et qui pourrait leur jeter la pierre. Souvent, les professionnels s'adressent aux patients comme s'ils avaient fait les mêmes études. Des mots simples pour comprendre si mon fils allait vivre. C'est tout ce que je demandais. Nous étions perdus. Je savais que quelque chose ne s'était pas passé correctement. J'avais déjà vécu une erreur médicale avec pour conséquence une main dont je ne peux plus me servir complètement aujourd'hui. Je n'avais pas confiance. Pendant ce temps, Loïc est dans le coma. L'une des rares informations qu'on leur a données est qu'il n'y a plus aucune possibilité de communiquer avec lui. Puis, un jour, pendant une réunion, les médecins leur disent de manière brutale qu'il faut prendre une décision quant à l'arrêt des soins. La famille tombe des nues car cela n'avait jamais été abordé auparavant, mais en fait on leur dit que c'est une décision collégiale et qu'en gros, ils n'ont pas leur mot à dire, et que l'arrêt des soins, ce qui signifie la mort de Loïc, sera programmé pour bientôt. C'est brutal, cruel, inhumain et froid. Ne pouvant faire autre chose, la famille accepte, mais Sandrine impose une condition. Être là au moment où on le débrancherait. C'était mon seul souhait en tant que maman. J'étais là le jour de sa naissance, je voulais être présente le jour de sa mort. Mais je me suis retrouvée face à un chirurgien qui m'a dit « Non, ça ne se passe pas comme ça ». Une médecine sans humanité incarnée en cet homme. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma haine à ce moment-là. Nous sommes rentrés à la maison, anéantis. 2 jours plus tard, le 11 mai 2018, il est 11 heures quand Sandrine reçoit un terrible coup de fil. C'est un médecin réanimateur qui lui dit « Venez vite, il est en train de partir ». Les parents vivent à 45 km de l'hôpital et ils ont tout fait pour arriver à temps. Ce qui me choque, c'est que sa mère avait exprimé le souhait d'être là. Et en fait, cela faisait déjà 48 heures que les soins palliatifs avaient commencé et on n'en avait pas du tout tenu informé. C'est avec cette impuissance qui ne la quitte pas depuis des mois qu'elle regarde son fils dériver lentement vers la mort, au fur et à mesure des seringues qui sont injectées. C'est à 17 heures que Loïc Mercadier est déclaré mort, à 21 ans, alors qu'à l'origine, il n'avait qu'un problème de dents de sagesse qui poussait vers l'intérieur, comme je ne sais combien de milliers de personnes. Il y a eu énormément d'erreurs médicales dans cette affaire. Quand Loïc était dans le coma, Sandrine s'était rendue dans l'hôpital où son fils avait été accueilli en urgence. Elle avait demandé le dossier médical de Loïc et on lui avait refusé sa demande. Mais on avait accepté qu'elle le consulte. Alors, connaissant comment fonctionne ce milieu, elle avait pris des notes de chaque page. Le lendemain, c'est par courrier recommandé qu'elle avait fait la demande. Elle avait fini par recevoir le dossier complet. Afin de relater tous ces faits, sa mère m'a fourni le chapitre parlant de son fils et vient du livre écrit par Nora Sahara, Tant qu'il n'y a pas de plainte. Sandrine confie en détail tout ce qui s'est passé et elle explique qu'un jour, le premier médecin qui avait vu Loïc et qui lui paraissait froid était venu dans la chambre de son fils et avait refermé la porte. Il avait fixé les parents et leur avait déclaré « Si Loïc est là, ce n'est pas à cause de sa dent. Si Loïc est là, c'est à cause de médecins qui n'ont pas fait leur travail. Si Loïc est là, c'est parce que vous avez subi l'incompétence de la médecine autour de vous. » Forcément, Sandrine et son mari sont abasourdis par ces déclarations. Si le médecin avait pris son courage à 2 mains ce jour-là, c'est peut-être parce qu'il savait qu'il allait quitter le service dans la journée. Mais au moins, il avait brisé l'omerta. Peut-être a-t-il été pris par une forme de culpabilité,
Peut-être a-t-il voulu soulager sa conscience en prononçant ces mots. Dans tous les cas, c'est grâce à lui que nous avons eu la certitude qu'il fallait chercher cette vérité cachée. En demandant le dossier d'anesthésie de son fils, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et d'incohérences. Par exemple, un jour, l'aspiration de son fils avait été débranchée. Aspire retrouvée éteinte au niveau du mur à 19 heures? Est-ce que cela avait eu des conséquences sur l'état de Loïc? Autre chose, il est marqué qu'il est polytoxicomane. Pourtant, il n'y avait rien dans ses analyses sanguines. Sandrine s'interroge. Son fils ayant des dreadlocks, est-ce que c'est là-dessus que s'était basée cette affirmation? Sur des préjugés. Il est marqué que les parents ne venaient pas le voir, alors que c'était faux. Malgré les kilomètres les séparant, ils étaient tous les jours à son chevet. Dynamique familiale, appel de son père et de sa mère. Les parents, depuis l'entrée de Loïc, ne sont pas encore venus le visiter. Maman, depuis, en état de choc, sous médicaments, à domicile. Quand Sandrine avait tenté de récupérer les enregistrements de son appel au SAMU, datant du 23 mars, il s'avère que le médecin lui avait répondu que c'était impossible, car ce soir-là, les enregistrements n'ont pas fonctionné de 20h à minuit, pile poil dans la tranche horaire où elle avait appelé le centre d'appel d'urgence. Après le choc et de nombreuses découvertes, Sandrine décide de porter plainte auprès du CRCI et au pénal. Le CRCI est la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Elle a pris un avocat. Le médecin du village, qui avait juste daigné prescrire des antibiotiques, a été convoqué mais n'est jamais venu. La police a dû aller le chercher. Une fois interrogé, l'homme a nié connaître Loïc Mercadier et être son médecin traitant. Puis, il avait changé de discours pour dire qu'il ne l'avait vu qu'une seule fois. Cet homme n'est pas très malin car il existe des preuves, notamment les feuilles de soins, qui démontrent qu'il avait reçu le jeune homme à au moins 8 ou 9 reprises. Sandrine et son avocat ont dû se battre contre ce médecin qui clairement n'a pas dû comprendre son serment d'Hippocrate. Je ne peux tout détailler, mais comme toujours, entreprendre des poursuites est un calvaire pour les familles de victimes. Comme si leur deuil n'était pas suffisant, il leur faut supporter les mensonges et calomnies de la partie adverse. Un médecin expert aura même le culot de lancer à Sandrine « Madame, vous ne vous sentez pas responsable de la mort de votre fils avec ce massage cardiaque ?» Elle lui avait alors répondu « Oui, car j'ai écouté les recommandations des médecins et cela restera à vie mon erreur. » Finalement, les parents reçoivent la décision de la commission. Le médecin traitant est responsable à 80% de la mort de Loïc. Le SAMU et l'hôpital sont responsables à 20%. Ils sont tous deux responsables de la perte de chance de survie à hauteur de 95%. Une estimation d'indemnisation devait être faite et envoyée dans les 4 mois suivant la décision. Nous attendons toujours. Surtout qu'une décision du CRCI n'est en rien exécutoire, donc elle peut très bien être ignorée par la partie perdante. Et quelles sanctions alors? Qu'est-ce qui se passe pour les personnes responsables de la mort de Loïc? Eh bien, leur vie continue tranquillement son cours pendant que mon fils est au cimetière. 3 ans après avoir déposé plainte, ils sont convoqués au tribunal. Leur plainte est classée sans suite car la responsabilité du médecin n'a pas été établie à 100%. Médecin qui est actuellement toujours en train de recevoir des patients. Je ne m'arrêterai pas là, je demande justice et que cela ne se reproduise plus. Dans tous les corps de métier, on peut faire une erreur, à condition de la reconnaître. Mais ce médecin s'y refuse. Le problème est là. Tout ce que j'attends, c'est de l'honnêteté. Je refuse le mensonge et je pense aux autres familles qui n'auront pas la force d'aller jusqu'au bout. Ce genre de médecin fait des dégâts. Je refuse de me taire et d'en rester là. Je finirai peut-être ma vie ruinée par les frais d'avocat, mais je veux une reconnaissance des responsabilités dans la mort de mon fils. Je ne sais pas quoi vous dire. Tout est parti d'un dentiste qui n'a pas fait une simple radio, puis d'un médecin traitant qui a refusé de vraiment écouter son patient, d'intervenants comme le SAMU qui n'ont eu de cesse de qualifier sa souffrance de simple tout. Loïc cherchait du travail comme ébéniste. Il adorait les animaux et avait le cœur sur la main. Donc pourquoi n'est-il pas une seule fois tombé sur un médecin qui voulait le sauver? L'histoire de Loïc, c'est malheureusement la médecine moderne, la médecine de maintenant. Le tableau Excel, l'ordinateur. Loïc a eu des soucis. On a rempli les cases
Et à la fin de son parcours, enfin ce qu'ils estimaient être la fin de son parcours, il rentrait plus dans les cases. Parce qu'après opération, traitement, eh ben, il y a pas de case complications. Après, il y a la case ça coûte trop. C'est dans la tête. Et Loïc, le traitement ne marchait pas. L'infection était trop importante. Mais pour eux, l'infection était finie puisqu'il avait été opéré et il avait eu un traitement. Donc le tableau Excel ne donne pas de cases supplémentaires pour des pathologies telles qu'il a eues. Et ce qui a donné que Loïc n'était pas écouté. C'était dans un jugement de valeur pour Loïc. Jeune de 21 ans, les cheveux longs. Donc feignant qui ne veut pas aller travailler, qui cherche l'arrêt. Jamais ils se sont dit, est-ce qu'on va peut-être rajouter dans notre tableau Excel une case complication? Non, parce que la médecine ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus, on ne cherche plus. C'est comme ça, c'est cette évolution-là et point. Il ne peut pas avoir de complications. Il ne peut plus avoir de complications. Donc voilà, maintenant on en est là. La médecine ne réfléchit plus. Elle prend son ordinateur, elle cause les cases, et puis voilà. Loïc aimait la vie. Loïc avait confiance en beaucoup de personnes, d'ailleurs en tout le monde. Et c'est ce qui lui a un peu coûté la vie. On a fait confiance, j'ai fait confiance, il a fait confiance à la médecine. Il a fait exactement tout ce qu'on lui disait. Je lui ai demandé de faire tout ce qu'il disait. Ça l'a emmené dans une planche en bois. Ils ont tué mon fils par leur manque d'humanité, par leur manque de réflexion. Et parce que la médecine n'a plus aucun regard. Tout est inscrit et tout est calculé. Donc, mon fils ne rentre pas dans les cases, dans le tableau Excel de la médecine. S'il était tombé sur un médecin qui avait réfléchi, qui avait cherché pourquoi et posé ce tableau Excel, mon fils aurait peut-être été... Mon fils sera à côté de moi. Et le 17 décembre, j'aurais eu l'occasion de fêter ses 26 ans avec lui. Aujourd'hui, pour ses 26 ans, le 17 décembre, je vais lui porter un bouquet de fleurs. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'est une vidéo très dure, mais aussi nécessaire. Comme vous avez pu le voir, certaines affaires ont des similitudes. La minimisation des faits, déjà, qui peut conduire à une mise à l'écart des proches du patient. Puis, il y a l'omerta qui souvent règne dans ce métier. Des pièces du dossier d'une victime qui disparaissent quand ce n'est pas le dossier en lui-même. Et dans ces cas-là, c'est très difficile pour les familles de prouver quoi que ce soit. Quand elles essayent de confronter le ou les responsables, soit on les fait passer par une médiation qui en général est uniquement de façade, soit on tente de les culpabiliser. Il est déjà difficile de perdre un proche dans un lieu censé les soigner, mais encore plus quand on doit se battre contre le milieu médical qui bénéficie d'une certaine aura. Bien entendu, je le répète comme au début, il ne s'agit pas de viser tout le corps médical. Mais ce que ces familles attendent maintenant, c'est que des gens témoignent, que des personnes se regroupent et qu'enfin cesse le silence auquel font face les familles des victimes. Pour cela, n'hésitez pas à contacter l'Association des oubliés de la justice, à signer les pétitions et à regarder la barre de commentaires pour plus d'informations. Et s'il vous plaît, je le demande rarement, mais partagez cette vidéo le plus possible. Ce n'est pas normal qu'un simple scanner ou un mal de dents vous fasse perdre la vie. Comme vous pouvez le constater, cela n'arrive pas qu'aux autres. Donc, faites attention à vous et merci de m'avoir écouté. Au revoir.